Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce symposium qui, comme vous le voyez à l'écran, porte sur l'impact des placements et des services scolaires complémentaires d'aide sur les parcours des jeunes qui ont des troubles du comportement. Le symposium est organisé autour de 3 communications de recherche et toutes les 3 communications portent sur des résultats qui sont issus d'une étude longitudinale sur les troubles de comportement des filles et des garçons. C'est une étude que j'ai pilotée pendant plusieurs années. De fait, elle a commencé il y a 16 ans et elle est toujours en cours. Les objectifs, les principaux objectifs de cette étude longitudinale étaient d'abord d'établir l'évolution des troubles dans le temps du primaire jusqu'à la fin du secondaire, de fait ce qu'on appelle les trajectoires développementales des troubles qui surviennent à l'enfance chez les garçons et les filles, de manière à voir s'il y avait des désistements, des persistances, etc. On voulait également identifier les principaux facteurs en lien avec la persistance ou la rémission des troubles, qu'il s'agisse de facteurs individuels, familiaux, sociaux, associés à ces trajectoires. Et un troisième grand objectif était de déterminer le rôle des services, en particulier des services que les enfants reçoivent à l'école, dans l'évolution des troubles de comportement des filles et des garçons. Les 3 communications qui vont vous être présentées aujourd'hui entrent dans l'atteinte de ce grand objectif-là, qui est de déterminer l'impact des services scolaires sur le développement, l'adaptation des enfants. Je vais vous présenter brièvement l'échantillon d'études puisque les 3 communications ont tiré leurs participants de l'ensemble de l'échantillon. Donc, ont participé à l'étude 744 élèves qui, au début de l'étude, étaient âgés entre 6 et 9 ans. L'âge moyen était 8 ans. Et plus de la moitié de ces élèves-là avaient un niveau élevé de troubles de comportement. De fait, leurs troubles de comportement atteignaient ou dépassaient les seuils cliniques limitrophes que l'on observe à l'ACEBA. L'ACEBA, vous connaissez peut-être mieux sous le nom de l'ACANBAC, CBCL et TRF, et ça, selon la cotation du parent ou de l'enseignant. On voulait obtenir un grand nombre de filles qui avaient des troubles de comportement en bas âge. Alors, si vous venez du milieu scolaire, vous savez que c'est un peu plus rare d'avoir des filles qui ont des troubles de comportement au début de l'âge scolaire primaire. Alors, on a recruté les enfants, donc au cours des années 2008 et 2010, dans 8 commissions scolaires, maintenant les centres de services, dans des régions de l'Estrie, de la Montérégie, de Montréal et de la capitale nationale. De fait, il y a les enfants proviennent de 155 écoles primaires au Québec. Alors, ça nous donne quand même une assez bonne représentativité. Et ça nous a permis aussi d'aller rejoindre beaucoup de filles qui avaient des troubles de comportement. Les enfants de l'étude au cours du primaire et du secondaire ont été suivis à chaque année. Donc, on les a rencontrés à chaque année dans leur famille, eux-mêmes, leurs parents. On a aussi rencontré un de leurs enseignants. Et ça, on le fait à chaque année pour prendre de l'information sur comment ça allait, nos différentes mesures, tout au long de leur parcours primaire et secondaire. Je voulais dire aussi que l'étude est toujours en cours. Maintenant, les enfants sont rendus au début de l'âge adulte, donc ce sont des grands. Et l'étude maintenant est pilotée par Mélanie Lapalme. Je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui. Alors, peut-être que dans les prochaines années, vous allez avoir les résultats rendus à l'âge adulte. Je vais décortiquer un peu l'échantillon ici. Les 744 élèves au début de l'étude, étaient répartis en 2 groupes. Donc, un premier groupe qui était le groupe témoin, donc composé d'enfants qui, eux, n'avaient pas de troubles de comportement selon les normes de Hackenbach et qui ne recevaient pas de service non plus pour leurs troubles de comportement, bien évidemment. On avait une grande partie de l'échantillon, 434 élèves, qui, eux, avaient des troubles de comportement selon les normes que je vous expliquais tantôt. Ces 434 élèves-là se répartissent également en 2 groupes. Le quart des élèves, 95 de fait, avaient des troubles de comportement selon les normes d'Hackenbach, mais ne recevaient aucun service particulier à l'école pour leurs difficultés comportementales. Les 339 autres
avaient des troubles de comportement, bien évidemment, mais eux recevaient des services à l'école. Il y avait un plan d'intervention et recevaient des services qu'on appelle services complémentaires, mais ce sont les services spécialisés psychosociaux que les enfants reçoivent généralement dans les milieux scolaires quand ils ont des troubles de comportement. Vous voyez le pourcentage de filles, donc on a quand même un nombre substantiel de filles qu'on a réussi à recruter dans l'étude et on en est bien content. C'est beaucoup, en grande partie, grâce aux intervenants des milieux scolaires qui nous ont beaucoup aidés à rassurer les parents et nous donner l'autorisation que leurs enfants participent à l'étude. La première communication qu'on va vous présenter, qui va être faite par Stéphanie Boutin de l'Université du Québec à Montréal, va justement examiner l'évolution des troubles de comportement des enfants au cours du primaire et va suivre l'évolution des enfants qui ont reçu des services et ceux qui n'ont pas reçu de services. Ça va être l'objet de la première communication. On va voir les services qui sont les plus efficaces pour certains types de difficultés. La deuxième communication, elle, va se centrer sur la clientèle d'enfants qui recevaient des services pour troubles de comportement au début de l'étude. Et cette communication-là va nous être présentée par Gabrielle Garon-Carrier de l'Université de Sherbrooke et va examiner l'impact des placements scolaires, en particulier le placement en classe spéciale, au primaire et cette fois-ci tout au long du secondaire. Et on va regarder cet impact-là sur l'adaptation scolaire des jeunes. Enfin, la troisième communication qui va nous être présentée par René-Marc Lavigne de l'Université de Sherbrooke aussi. La communication à René-Marc est très différente puisqu'elle s'adresse à... On est allé voir des jeunes adultes qui sont, bon, maintenant, c'est assez récent comme démarche, et on a donné la voix à 41 jeunes adultes qui avaient passé par les services scolaires, qui avaient eu des troubles de comportement, qui avaient vécu les services scolaires, pour regarder de leur point de vue comment mieux comprendre les expériences relationnelles qu'ils ont vécues dans les services scolaires qu'ils ont eus au cours de l'ensemble de leur parcours. Je pense que ça va être assez riche en réflexion sur comment on peut aider les jeunes. À la fin les trois communications vont faire environ entre 10 et 15 minutes. On va essayer de respecter le temps au maximum. Et après la présentation des communications, je vais inviter Vincent Bégin, de l'Université de Sherbrooke également, à animer la discussion, qui va être une discussion assez particulière avec vos téléphones et compagnie. Là, ça dépasse un peu mes compétences, mais c'est ça, hein, on essaie de faire de notre mieux. Alors, sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, je vais céder la parole à... Et pourquoi ça ne veut pas venir, ça? Next. Pourquoi ça ne marche plus? Voilà. Bon. Alors, Stéphanie Boutin de l'ICAM. Donc, bonjour. Comme Michel l'a dit, je m'appelle Stéphanie Boutin. Je suis psychoéducatrice de formation, mais maintenant, je suis rendue professeure à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un projet où on s'est intéressé aux effets des services là, en milieu scolaire. Fait que pour clarifier, tout d'abord, ce qu'on entend là, dans le cours de ma présentation sur les troubles de comportement en milieu scolaire, nous, on est allé chercher plusieurs indicateurs pour bien les mesurer. Parce que la première chose qu'on a en tête quand on parle de TC en milieu scolaire, on pense beaucoup à ce qui est problème de conduite. Qu'est-ce que c'est des problèmes de conduite? C'est tout ce qui est bris de règles, refus d'obéir, de l'agressivité, des mensonges, tout ce qu'on voit là, qui est vraiment plus perceptible, extériorisé, destruction de matériel, entre autres. Fait que c'est souvent ces comportements-là qu'on a en tête. Mais on sait que les TC, ça ne se manifeste pas uniquement par ces comportements-là. Il y a d'autres types de manifestations, dont l'agression indirecte, qui est mon petit dada personnel, qui se décrit en fait par des comportements qui vont venir attaquer les relations sociales ou le statut social d'une victime. Fait qu'on va s'en prendre à elle en manipulant les autres pairs à ne pas aimer cette personne-là, à l'exclure. On va s'en prendre à sa réputation, aussi à cette personne-là, par exemple en répandant des rumeurs ou autres choses comme ça. Donc, ça fait partie de la grande famille des troubles de comportement. Le troisième indicateur qu'on a voulu étudier, c'est les traits antisociaux. Parfois, on les appelle aussi les traits psychopathiques. Ces traits-là, c'est le fait d'avoir peu de culpabilité, de remords, peu d'empathie ou de sensibilité aux autres. Le narcissisme fait partie de ça également. L'impulsivité, l'irresponsabilité, ça fait partie des traits antisociaux. Pourquoi on les a inclus, ces traits-là?
c'est que c'est en fait l'un des indicateurs qu'on connaît qui nous permet d'anticiper que les problèmes de comportement, que les troubles de comportement vont persister. OK? Donc, au-delà du primaire, même à l'adolescence, même début d'âge adulte. Fait que ce sont des traits importants là, au niveau de la persistance là, des problèmes de comportement dans le temps. Fait que quand on va parler de TEC dans le cadre de la présentation aujourd'hui, là, on parle de cet amalgame-là de manifestations comportementales. Maintenant, pour ce qui est des services, on sait que nos cocos qui ont des difficultés de comportement, la majorité d'entre eux, les seuls services qu'ils vont recevoir, bien, c'est à l'école. C'est vraiment le principal endroit où ils reçoivent des services. Donc, pour nous, c'était essentiel de s'assurer que ces services-là soient adaptés. Premièrement, à la nature des problèmes, mais aussi à la sévérité des problèmes que les élèves présentent. Puis, on voulait aussi regarder si les services avaient un impact dans le temps. Est-ce qu'ils sont efficaces, les services qu'on offre en milieu scolaire? Sur le plan de la science, là, je vais vous parler du volet scientifique de la chose. Les connaissances sur ces questions-là sont vraiment très, très limitées. Les études ont beaucoup porté sur des programmes spécifiques. Par exemple, on implante un programme, on regarde les effets. Les études, elles ont également porté sur des populations spécifiques, comme des élèves qui présentent un TSA, une DI. Mais nos élèves communs, qui ont juste des problèmes de comportement, qui n'ont pas nécessairement un diagnostic établi, oui, OK, peut-être trouble d'opposition et compagnie, mais les élèves plus communs qui ont des troubles de comportement, à qui on offre des services complémentaires usuels, là, qui vont voir l'éducatrice spécialisée, par exemple, qui vont voir la psycho-aide. Ça, on connaît très, très peu de choses scientifiquement là-dessus. C'est-tu efficace, ce qu'on fait? C'est dans cette orientation-là qu'on a débuté le projet. Notre premier objectif était donc de déterminer si la réception de services scolaires complémentaires était reliée à la sévérité. En d'autres mots, est-ce que nos élèves qui ont le plus de problèmes reçoivent les services? Puis notre deuxième objectif, c'était de déterminer si la réception de services contribuait à réduire leurs troubles de comportement dans le temps. Donc, un peu plus la question de l'efficacité des services qu'on offre. Donc, juste à titre là, de rappel, dans le cadre de ce projet-là, on est venu comparer donc, nos élèves, donc tous les élèves qui avaient des troubles de comportement, on est venu comparer ceux qui ont reçu des services à ceux qui n'en ont pas reçus. OK? Puis, dans le cadre de la présentation, on a considéré, dans le fond, 4 années de temps, donc de 8 à 12 ans, on couvre approximativement les années du primaire. Là. Sur le plan des mesures, pour les 3 indicateurs que je vous ai présentés en introduction, on a des répondants autant parents qu'enseignants. Fait que ce sont ces personnes-là qui nous ont aidés à déterminer si les élèves possédaient tel ou tel trait ou manifestaient certains comportements. Pour ce qui est des services, Michel vous l'a présenté un peu d'entrée de jeu. À l'entrée à l'étude, c'était des élèves qui étaient sur les listes scolaires d'élèves qui reçoivent des services. Donc, ces élèves-là étaient connus. Puis par la suite, pour savoir, c'est parce que des fois, ces élèves-là ne reçoivent plus de services, des fois, ils rentrent dans les services. Les années suivantes, c'était le parent ou l'enseignant qui nous indiquait si cet élève-là poursuivait les services. Puis, comme j'ai mentionné, quand on parle de services dans le cadre de la présentation, c'est vraiment les services usuels. Donc, le fait d'avoir du soutien de la part d'une éducatrice ou d'un éducateur spécialisé, psycho-aide, psychologue scolaire également, ça, on considérait ça comme un service reçu. Avant de vous présenter les résultats obtenus, on trouvait ça important de vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est là, sur le plan de nos indicateurs. Est-ce qu'on a utilisé finalement les bons indicateurs pour voir qui, dans nos élèves, avait des troubles de comportement? Donc, ce qu'on peut voir ici, j'ai ajouté une petite bandelette pour les témoins, c'est-à-dire donc les élèves que Michel vous a présentés là, tout d'abord, qui n'avaient aucun problème de comportement. Fait que c'est vraiment juste pour voir un comparatif là, finalement. Fait qu'on voit que pour les problèmes de conduite, nos élèves témoins en ont vraiment moins que nos élèves sans service et avec service. Donc, nos élèves avec troubles de comportement. J'ai ajouté une petite ligne rouge juste pour vous montrer, ça c'est le seuil clinique à partir duquel on devrait accorder des services là, aux élèves. Fait qu'on voit que nos élèves en troubles de comportement, ils ont besoin de services. Ensuite, pour l'agression indirecte, un peu le même constat. On voit que chez nos élèves témoins, ils manifestent beaucoup moins de ce type de comportement-là que nos élèves qui sont en troubles de comportement. Et ici, quand même, élèves sans service et avec service, on voit des niveaux assez comparables là, de sévérité de l'agression indirecte. Traits antisociaux, encore une fois, un peu le même constat. Okay? On voit beaucoup moins de traits antisociaux chez nos élèves qui ne reçoivent pas de services ou qui, en fait, ne présentent pas de troubles de comportement. Donc, voilà.
Fait que maintenant que je vous ai parlé un petit peu du comparatif au départ, on va regarder nos résultats de recherche. Donc, sur le plan des problèmes de conduite, là, je vous explique mes graphiques, vous allez les voir, ils vont revenir à peu près tout le temps sur ce même format-là au fil du temps. Vous allez avoir une ligne foncée qui représente nos élèves qui ont reçu des services, puis une ligne plus pâle, bleue, qui représente nos élèves qui n'ont pas reçu de services. Mais dans tous les cas, on est devant des élèves qui ont des troubles de comportement. Okay? Puis ça, on voit ça défiler dans le temps, comme je vous ai dit, d'environ 8 à 12 ans, là, parce que là, j'ai mis les temps d'études, les temps de collecte, mais pour vous situer, là, c'est de 8 à 12 ans. Donc, le premier constat qu'on a fait, c'est que naturellement, dans le temps, pour nos élèves, qu'ils reçoivent ou non des services, on voit quand même une diminution de leurs problèmes de conduite. C'est quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui est connu aussi. Avec la maturité, les enfants commencent à prendre la distance de ces comportements-là avec le temps. Fait que ça, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Ensuite, pour ce qui est le premier objectif, là, de voir est-ce que nos élèves plus sévères reçoivent plus de services, bien ici, on voit que oui. Okay? Donc, même au fil du temps, pas nécessairement juste au temps 1, là, je vous ai mis celui-là encerclé, mais au fil du temps, ce qu'on remarque, c'est que les élèves qui ont plus de problèmes de conduite sont ceux qui reçoivent plus de services. Fait que ça, on est content de cette découverte-là. Ensuite, le troisième constat, c'est que la réception de services va aider à la diminution des problèmes de conduite dans le temps. Fait que c'est une autre super bonne nouvelle. Je vous ai essayé de vous l'illustrer là, avec les flèches rouges. On voit qu'au départ, il y a quand même une bonne distance avec nos élèves avec et sans service, puisque cette distance-là s'amenuise dans le temps. Donc, la pente, l'inclinaison des élèves avec service, elle est beaucoup plus prononcée, ce qui nous indique que leurs problèmes diminuent plus dans le temps. Oui, exactement. C'est dans le fond, là, où il y a entre 65 et 70, là, vous pourriez vous tirer une ligne rouge. Fait qu'on voit même que ça diminue. Bon, à la fin, on est presque sur le seuil ou un petit peu en bas du seuil. Mais malheureusement, ça, c'est valide pour les garçons. C'est pas valide pour les filles, ce résultat-là. Fait que je vous ai un petit peu décortiqué là, la ligne de nos élèves avec service. Je l'ai décortiquée selon le sexe. Donc, on voit la ligne verte claire, donc pâle, ce sont les filles. Fait que leur trajectoire à elles demeure sensiblement plus élevée que celle des garçons qui, elles, diminuent plus. Malgré un point de départ qui était assez similaire, là, au temps 1, on voit que dans le temps, la pente des filles, elle est moins abrupte. Ensuite, pour l'agression indirecte, bien, premier constat étant le même, c'est-à-dire on voit qu'il y a une diminution naturelle pour l'ensemble de nos élèves avec troubles de comportement. Mais malheureusement, les bonnes nouvelles s'arrêtent un peu là. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que nos élèves qui font beaucoup d'agressions indirectes ne sont pas ceux qui vont se retrouver plus en service. Et on voit que les services ne contribuent pas à cette diminution-là dans le temps qu'on observe. Là. Puis ces résultats-là étaient valides tant pour les garçons que les filles. Et ce qu'on voit, c'est que les niveaux demeurent assez hauts. Malgré qu'il y a une diminution là, naturelle du comportement dans le temps, le niveau demeure assez haut et il demeure plus élevé que nos élèves témoins. Pour ce qui est maintenant des traits antisociaux, je reviens avec le même premier constat. On voit une diminution naturelle des traits dans le temps. Ici, bonne nouvelle, on cible bien ces élèves-là. Donc, les élèves qui ont plus de traits antisociaux sont ceux à qui on va attribuer plus de services, autant à l'entrée à l'étude qu'au travers le temps. Et ça, c'était vrai pour les garçons et les filles. Par contre, les services ne contribuent pas nécessairement à cette diminution-là. Donc, au fil du temps, il n'y a pas nécessairement une diminution à cause des services reçus. Donc, si je reviens avec mes objectifs pour en donner certaines conclusions, pour ce qui est de déterminer si la réception des services était reliée à la sévérité, bien, on voit que nos problèmes de conduite, les traits antisociaux, les élèves qui en présentent plus reçoivent plus de services. Ça fait que ça, c'est une très bonne nouvelle tout au long du primaire. Par contre, les élèves qui ont des niveaux élevés d'agression indirecte ne reçoivent pas plus de services que les élèves qui en font moins. Pour ce qui est de notre deuxième objectif, là, par rapport un peu à l'efficacité dans le temps des services reçus, on voit qu'il y a une diminution des problèmes de conduite chez les garçons. Par contre, les services ne semblent pas contribuer à diminuer l'agression indirecte, les traits antisociaux, ni chez les garçons, ni chez les filles. Fait que brièvement, les bons coups, les services donnés sont efficaces pour les problèmes de conduite des garçons. Par contre, là où je pense qu'il pourrait peut-être y avoir une certaine amélioration, ça serait de cibler une plus grande variété de manifestations comportementales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, puis c'est vraiment pas pour lancer des tomates loin de là, j'ai été dans le milieu, je comprends tellement les enjeux, mais on cible plus facilement ce qui nous vient à l'œil, ce qui est dérangeant, puis c'est comme ça que les enseignants nous sollicitent aussi.
Ce qui est extériorisé va être ciblé, mais parfois, le petit volet un petit peu plus caché, on l'oublie. Puis en plus, c'est que c'est pas dans les outils nécessairement d'évaluation. Tu sais, l'agression indirecte, ça fait pas quelque chose qu'on va évaluer systématiquement. C'est pas dans la Kenbach, c'est pas dans le Connor, c'est pas dans rien. Fait que peut-être que ça nous vient pas en tête naturellement. Puis, bon, en guise d'idée générale que je vous lance, autant pour les traits psychopathiques que pour antisociaux, que l'agression indirecte. Puis je pense que pour l'apprentissage socio-émotionnel de façon générale, de cibler des capacités d'empathie, puis de considération de l'autre, parce qu'on se rappelle que dans les traits antisociaux, il y a beaucoup de narcissisme, beaucoup de difficultés à considérer l'autre, tu sais, de la froideur. Donc, de travailler ces aspects-là, ça pourrait être bénéfique pour l'ensemble des élèves de façon générale, mais aussi pour nos élèves qui ont des troubles de comportement. Fait que voilà le message que j'avais à vous livrer ce matin. Fait que je vais céder la parole à ma collègue. Excellent. Alors, bonjour à tous. Je me présente brièvement. Gabrielle Garon-Carrier. Je suis professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur la préparation à l'école, l'inclusion des populations vulnérables et l'adaptation sociale. Donc, ça me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous rencontrer, d'avoir l'opportunité aussi d'échanger sur les résultats, les retombées de mon projet de recherche qui s'intitule « Parcours de placement scolaire du primaire au secondaire et réussite scolaire des élèves suivis pour un trouble du comportement ». Donc, on sait que les élèves qui ont un trouble du comportement, qui ont des comportements perturbateurs à l'école, non-respect des règles, opposition, agressivité, sont moins susceptibles d'obtenir un diplôme d'études secondaires. En fait, ils sont de 3 à 6 fois plus nombreux à finir leur parcours scolaire sans diplôme ou qualification. À l'école, ces élèves-là ont souvent un plan d'intervention individualisé, puis combinés à des moins bons résultats scolaires, ce sont parmi les élèves les plus susceptibles d'avoir un placement en classe spéciale pendant leur parcours scolaire. Donc, on parle d'élèves qui sont plus susceptibles d'avoir un parcours scolaire alternatif via un placement en classe spéciale, puis des ajustements aussi au sein de leur curriculum scolaire. On sait aussi que les élèves qui ont un trouble du comportement vivent des défis d'inclusion. À l'école, ils vivent davantage d'isolement puis d'exclusion de la part des autres élèves. Ils sont plus difficilement acceptés par la personne enseignante, puis les élèves aussi de la classe ordinaire. Et ça, c'est vrai tant au primaire qu'au secondaire. Puis plus les élèves ont des comportements d'opposition et moins ils reçoivent de soutien là, de la part de la personne enseignante, ce qui peut ultimement contribuer à leur difficulté à s'insérer dans un parcours scolaire peut-être plus typique, puis à fonctionner là, au sein d'une classe ordinaire. Donc, dans l'optique de réduire leurs difficultés adaptatives, puis de favoriser leur persévérance scolaire, c'est important de mieux comprendre leur parcours, puis les facteurs qui sont associés à leur parcours scolaire pour les élèves qui ont un trouble du comportement, puis comment ces différents parcours-là sont associés ultimement à leur réussite ou autrement à leurs difficultés ou à leur risque de décrochage scolaire. Donc, on en a parlé brièvement, mais en plus des caractéristiques des élèves, comme le fait d'avoir un trouble du comportement ou des difficultés au plan des apprentissages, il y a aussi plusieurs autres facteurs qui peuvent influencer le parcours d'un élève en classe spéciale. Cette décision-là repose en partie sur le jugement de la personne enseignante. C'est normal qu'une personne enseignante qui va vivre une relation conflictuelle avec un élève va être plus susceptible de référer cet élève-là pour une évaluation, pour un placement en classe spéciale, par exemple. Il y a aussi d'autres facteurs d'ordre scolaire ou organisationnel qui n'ont pas été nécessairement évalués dans le cadre de ce projet-là, mais que je souhaite quand même souligner, comme bien évidemment le budget de l'école ou encore du centre de services scolaires ou encore la disponibilité aussi des ressources puis à offrir des services spécialisés aux élèves là, qui peuvent déterminer si un élève ou non va avoir un placement en classe spéciale. Donc, l'objectif du projet, c'est de mieux comprendre le parcours scolaire des élèves qui ont un trouble du comportement en examinant les différents parcours de placement des élèves en classe spéciale ou en classe ordinaire, les facteurs qui peuvent influencer un placement ou non, que ce soit à un niveau personnel ou social, puis comment ces parcours-là sont associés au risque de décrochage scolaire. Tout ça avec l'idée qu'une meilleure compréhension des parcours de placement en classe spéciale, des facteurs qui contribuent ou non à ce placement-là, puis des retombées sur la diplomation, bien, ça pourrait nous aider à améliorer le processus de décision quant au placement des élèves qui ont un trouble du comportement, dans quelle mesure ça répond à leurs besoins également, puis à comprendre les conséquences inhérentes d'un placement comme celui-là.
Donc, c'est une étude qui repose, comme Michel l'a mentionné, sur une collecte qui est toujours en cours, mais qui a permis de suivre des élèves du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, la transition à l'âge adulte. L'échantillon incluait, entre autres, 370 élèves qui, dès l'entrée à l'étude, recevaient des services éducatifs complémentaires pour des troubles du comportement, des élèves qui ont été suivis année après année. Puis parmi ces élèves-là, on en a 302 qui avaient suffisamment d'informations disponibles sur leur placement scolaire, à savoir s'ils étaient en classe spéciale ou en classe ordinaire, pour faire partie de cette étude-là plus spécifiquement. Donc, 92 élèves qui, dès l'entrée à l'étude, étaient en classe spéciale et 210 élèves étaient en classe ordinaire, ce qui nous a permis d'identifier 5 groupes d'élèves qui se distinguent quant à leur parcours scolaire. Donc, un groupe d'élèves qui a toujours été en classe ordinaire du début jusqu'à la fin du secondaire, ce qu'on appelle un groupe sans placement en classe spéciale. Un groupe qui a vécu une première transition, donc qui était en classe ordinaire, qui ont vécu une transition en classe spéciale et qui ont poursuivi leur cheminement en classe spéciale par la suite, ce qu'on appelle un placement tardif. Un groupe qui a vécu, je dirais, 2 transitions, donc qui étaient d'abord en classe ordinaire, qui ont vécu une transition en classe spéciale et qui ont réintégré la classe ordinaire par la suite. Donc, on parle plutôt d'un placement temporaire à ce moment-là, puis on sait que ce placement-là était environ d'une année scolaire ou 2 années scolaires. Donc, c'est vraiment un placement temporaire. On a aussi un groupe d'élèves qui ont été en classe spéciale du début jusqu'à la fin de leur secondaire. Donc, on parle ici d'un placement continu. Puis, enfin, un groupe d'élèves qui étaient en classe spéciale et qui ont vécu une transition vers la classe ordinaire par la suite. Donc, qui ont fait une réintégration en classe ordinaire. Donc, en faisant un premier examen des associations entre ces 5 différents parcours-là, puis les différentes caractéristiques socio-démographiques. Donc, par exemple, le revenu, le diplôme d'études de la mère. Quand on examine aussi les caractéristiques des élèves, donc au plan du comportement, de la réussite académique également, puis au plan relationnel, donc la qualité de la relation entre l'élève et la personne enseignante, la qualité de la relation avec les pairs également. Ce qu'on a constaté, c'est que les élèves, dans ces 5 parcours-là, se distinguaient, entre autres, au plan de la sévérité, des comportements extériorisés, du rendement scolaire également, au niveau du diplôme d'études de la mère aussi, au niveau du langage, donc des habiletés de langage des élèves, puis au niveau de la dépendance de l'élève envers la personne enseignante également. Quand on a examiné dans un seul modèle tous ces facteurs-là qui étaient initialement significatifs avec les parcours, on constate que, en comparaison aux élèves qui n'ont aucun placement scolaire, donc qui ont fait tout leur cheminement en classe ordinaire, la performance scolaire comme évaluée par la personne enseignante, puis le vocabulaire réceptif étaient les 2 caractéristiques qui permettaient le plus de distinguer les différents parcours comparativement à celui en classe ordinaire. On a aussi remarqué que ceux qui avaient un placement continu avaient un niveau de comportement extériorisé plus sévère que ceux qui étaient sans placement, ce qui fait beaucoup de sens, hein, et que ceux qui avaient réintégré la classe ordinaire par la suite avaient des comportements de dépendance plus élevés envers la personne enseignante, selon ce qui était rapporté par la personne enseignante. On a aussi voulu vérifier si ces associations-là étaient différentes entre les garçons et les filles qui ont un trouble du comportement. Puis ce qu'on a obtenu, c'est en effet un effet de modération qu'on appelle, ou pour le langage réceptif, donc où un niveau de vocabulaire réceptif plus élevé réduisait le risque de vivre un placement continu en classe spéciale, mais pour les filles seulement. Donc ça, je pense que c'est un résultat très intéressant. Puis on aura l'occasion d'en discuter par la suite, mais c'est possible qu'il y ait effectivement un biais de genre quant aux habiletés langagières qui vient influencer la décision des professionnels quant au placement ou non des élèves en classe spéciale. Donc, c'est une piste de réflexion à garder en tête. Si on examine maintenant dans quelle mesure les élèves dans les différents parcours scolaires sont à risque de décrochage scolaire, mais ce qu'on constate, c'est qu'en comparaison au groupe d'élèves qui ont toujours été en classe ordinaire, donc au groupe sans placement, ceux qui ont un placement continu, tout comme ceux qui ont un placement tardif, sont significativement plus à risque de décrochage scolaire. À l'inverse, la bonne nouvelle, c'est que les élèves dont le placement a été interrompu, comme le fait d'avoir un placement temporaire ou de réintégrer la classe ordinaire après un placement en classe spéciale, qui représente quand même 45% des élèves placés, mais ne sont pas significativement moins susceptibles de graduer d'un diplôme d'études secondaires que ceux qui n'ont jamais vécu de placement.
Il y a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer ces résultats-là. Je vous avouerai que mon hypothèse principale que je souhaite partager avec vous, c'est la notion des besoins d'autodétermination. Donc, c'est possible qu'un parcours en classe ordinaire permette une meilleure satisfaction des besoins d'autodétermination des élèves qui ont un trouble du comportement, avec l'hypothèse générale que la satisfaction de ces besoins-là d'autodétermination, donc le sentiment de compétence, d'autonomie, d'appartenance, bien, c'est déterminant du succès de leur inclusion, de leur bien-être, de leur réussite et de leur persévérance scolaire. Donc, brièvement, l'autodétermination, c'est quoi? C'est le principe que chaque personne a ce besoin-là fondamental de se sentir accompli, valorisé pour atteindre leur plein potentiel. Puis, c'est entre autres lorsque l'individu se sent compétent, accepté par les autres, puis autonome dans leurs actions. Donc, pour être bénéfique aux apprentissages, l'école doit permettre à tous les élèves, incluant ceux qui ont un trouble du comportement, de se sentir comme ça. C'est ce qu'on a voulu savoir dans un projet plus large qui ne porte pas nécessairement seulement sur les élèves qui ont un trouble du comportement, mais sur tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, là, les élèves EHDAA qu'on appelle. Et dans cette étude-là, plus brièvement, qui est un sous-projet de l'autre, ce qu'on a voulu voir, c'est dans quelle mesure les élèves EHDAA avaient des besoins d'autodétermination qui étaient répondus ou non. Ce qu'on a constaté, c'est que dans cet échantillon-là, 34 des élèves rapportaient ne pas se sentir autonomes, 22 rapportaient ne pas se sentir appartenir à l'école, être accepté par les autres, et 57 disaient ne pas se sentir compétent, ce qui est une proportion assez élevée, mais qui fait aussi beaucoup de sens parce qu'une grande proportion de ces élèves-là ont des difficultés d'apprentissage. C'est quand même une proportion élevée, considérant que 59 de ces élèves-là reçoivent des services en orthopédagogie. Ensuite, on a comparé ceux dont les besoins étaient satisfaits, ceux dont les besoins n'étaient pas satisfaits au plan des habiletés plus cognitives, donc habiletés visuospatiales, compréhension verbale, rendement scolaire en mathématiques, en français, comme indiqué au bulletin. Puis, ce que vous voyez sur le graphique, encore une fois, c'est que les élèves se distinguaient principalement au plan de la communication orale en français. Donc, on revient encore avec cette notion-là de langage qui est importante pour répondre aux besoins d'autodétermination des élèves. Alors, les élèves dont les besoins d'autonomie, de compétences étaient satisfaits avaient de meilleures habiletés de communication orale en français que ceux dont les besoins n'étaient pas satisfaits. Lorsqu'on a voulu comprendre la contribution des différents facteurs du contexte éducatif, comme les pratiques pédagogiques ou encore du contexte social, comme le climat de classe, par exemple, la qualité de la relation entre l'élève et la personne enseignante, à la satisfaction des besoins d'autodétermination, ce qu'on a constaté, c'est que c'était principalement le contexte social de la classe qui venait déterminer si un élève se sentait autonome, compétent et accepté par les autres. Donc, un climat de classe positif puis soutenant augmente la probabilité que le besoin d'appartenance puis de compétence soit répondu. Même chose, plus l'élève se sent accepté par les autres et plus ça augmente sa probabilité là, que le besoin d'autonomie, d'appartenance, de compétence soit répondu. Donc, en conclusion, ce que ces résultats-là suggèrent, c'est de prioriser les services offerts aux élèves en classe ordinaire, donc les élèves sans placement, pour limiter le risque de décrochage scolaire des élèves qui ont un trouble du comportement. On a vu que le risque de décrochage scolaire est moins élevé au moment où on limite le placement continu en classe spéciale, puis qu'on favorise une réintégration en classe ordinaire, possiblement parce que la classe ordinaire permettrait une meilleure satisfaction des besoins d'autodétermination des élèves qui ont un trouble du comportement. Au plan des caractéristiques des élèves, on a vu que les habiletés langagières diminuaient le risque de placement en classe spéciale chez les filles, puis de façon générale permettrait de distinguer le niveau de satisfaction des besoins d'autodétermination des élèves, ce qui fait beaucoup de sens, parce que les habiletés langagières, c'est autant lié à la socialisation des élèves, puis l'acceptation par les pairs, qu'à leur réussite scolaire. Puis, finalement, bien, on a vu que c'était surtout le climat de classe qui était lié à la satisfaction là, des besoins d'autodétermination. Donc, l'acceptation par les pairs qui viendrait créer aussi un contexte d'apprentissage puis de socialisation qui est valorisante, qui est signifiante pour eux, puis qui leur permet d'interagir avec d'autres élèves dans le cadre d'un cheminement normatif au sein d'un groupe d'élèves qui est diversifié, ce qui offrirait aussi peut-être une bonne réponse aux besoins d'autonomie des élèves, puis diminuerait la dépendance de l'adulte en comparaison aux classes spéciales. Donc, pour terminer,
Les retombées possibles de ces résultats-là, ben, c'est de prendre en compte l'évaluation des besoins d'autodétermination plutôt que de se centrer uniquement sur les capacités académiques des élèves. Puis je pense même que l'évaluation des besoins d'autodétermination, ça pourrait être un volet important de l'évaluation des élèves au même titre que leur comportement ou leur capacité académique. Il pourrait même y avoir des retombées au plan du plan d'intervention, justement, où on pourrait intégrer comme objectif la satisfaction de ces besoins-là d'autodétermination, de manière aussi, puis éventuellement, d'intervenir sur le contexte social de la classe, comme le climat de classe, l'acceptation par les pairs, pour favoriser le sentiment d'autonomie, de compétence puis d'appartenance de ces élèves-là. Alors voilà, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou d'avoir une discussion intéressante avec vous après la présentation de mon collègue. Alors bonjour, je m'appelle René-Marc Lavigne, je suis stagiaire postdoctoral au GRISE à l'Université de Sherbrooke actuellement et je suis heureux d'être là avec vous. Ma présentation s'intitule « Attitudes à adopter en contexte d'intervention auprès des jeunes ayant un trouble du comportement pour améliorer leurs relations dans les écoles ». Alors, pour commencer, je vous présente un extrait de verbatim de l'étude qui englobe le premier de deux grands thèmes de résultats. Donc, ici, on a une jeune femme qui partage « Tu te fais beaucoup plus juger facilement sans comprendre. Hey, c'est elle, c'est une folle, elle va voir une psychologue. » Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu de la problématique et l'étude. Alors, donc, toujours auprès des jeunes ayant des troubles du comportement, on parle d'enfants et d'adolescents ayant différents traits tels le viol des règlements, l'agressivité envers les humains ou les animaux, les mensonges, le vandalisme. Et les troubles du comportement influencent et sont influencés par les relations sociales de ces enfants et de ces adolescents. Par exemple, au niveau d'études qui démontrent qu'il y a pour ces jeunes de la tension dans les relations avec leurs parents, dans leur famille, des difficultés relationnelles avec leurs enseignants et la victimisation par leurs pairs, leur groupe de pairs. Donc, ce sont des enfants et des ados qui sont vulnérables puisque, à travers le temps, l'adolescence et vers la jeune vie de jeune adulte, ils peuvent vivre des difficultés au niveau de la délinquance, la toxicomanie, les symptômes dépressifs, le faible rendement scolaire également. Et pour plusieurs de ces raisons, ils sont des utilisateurs fréquents des services spécialisés dans les écoles. Les services spécialisés peuvent regrouper, par exemple, des programmes d'intervention, des adaptations pédagogiques et du soutien individuel fourni par divers professionnels, tels les psychologues, les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, etc. Donc, les jeunes ayant des troubles du comportement sont des élèves qui utilisent les services à des taux plus élevés que l'ensemble des autres élèves ayant différents troubles ou difficultés. Toutefois, ces services, selon certaines études, plusieurs études montrent qu'il n'y a pas toujours un niveau élevé d'efficacité pour ces élèves-là. Et certaines études montrent aussi que les services peuvent même aggraver les comportements problématiques. Donc, je vais vous présenter un thème intéressant et important associé aux expériences des jeunes ayant des troubles du comportement, qui est celui de la stigmatisation. Parce qu'un bon nombre d'études qualitatives antérieures ont montré comment les jeunes discutaient de la stigmatisation reliée à l'utilisation de leurs services. Alors, la stigmatisation est un processus par lequel un groupe est catégorisé selon des traits visibles ou non visibles, est dévalorisé quant à ses traits, est étiqueté comme étant inférieur aux autres et subit une perte de statut et de la discrimination qui en résulterait. C'est important de aussi savoir que la stigmatisation est un processus qui peut opérer de façon consciente ou inconsciente chez une personne auteur. Donc, la stigmatisation basée sur l'utilisation des services, je vais vous le présenter rapidement avec un aperçu global.
Les auteurs de cette stigmatisation-là sont principalement les autres élèves ou des membres du personnel scolaire. Les motifs seraient bien évidemment l'utilisation des services de santé mentale à l'école ou les services spécialisés. Les formes de stigmatisation peuvent ressembler soit à de l'étiquetage négatif, des attitudes stéréotypées, la discrimination sous forme de victimisation, soit directe ou indirecte, et différentes conséquences qu'on observe dans les études sont l'inhibition des comportements de recherche d'aide de la part des élèves, une augmentation des symptômes anxieux, ainsi que des craintes relatives au non-respect de leur propre confidentialité au sein des services. Alors que la recherche qualitative s'est beaucoup concentrée sur la stigmatisation, elle indique également que les jeunes rapportent des interactions positives dans l'utilisation de leurs services. Lors de l'accès initial aux services, les jeunes rapportent dans les études qualitatives que le respect, la compréhension, l'encouragement, le regard positif par l'entourage quant à leur recherche d'aide les soutenait à avancer vers cet accès aux services et durant l'accès aux services également. Donc ici, on parle d'une relation de confiance avec l'intervenant, une chaleur affective, la confidentialité liée au service et le sentiment de participer eux-mêmes activement à leur service. Donc, la recherche antérieure repose sur des échantillons de jeunes qui présentent un vaste éventail de problèmes de santé mentale. Les jeunes ayant un trouble du comportement n'ont pas fait l'objet de la recherche qualitative sur la stigmatisation liée à l'utilisation des services. Toutefois, c'est un groupe qui est un sous-groupe d'élèves dont les expériences diffèrent de celles d'autres jeunes qui éprouvent d'autres difficultés émotionnelles, de par la visibilité de leurs symptômes, du fait qu'ils sont, eux, souvent identifiés par l'entourage comme nécessitant des services comparativement aux jeunes qui peuvent avoir plus de difficultés intériorisées. Ils sont affectés à leur service, ce qui pourrait influencer leur adhésion au service. Et les traits associés aux troubles du comportement peuvent aussi façonner les relations avec les fournisseurs de services. Donc, si on parle peut-être de difficultés relationnelles, bien, ces difficultés relationnelles-là vont s'inscrire au sein des services avec les intervenants ou les éducateurs. Donc, pour l'étude, l'objectif général était de mieux comprendre comment les jeunes adultes ayant des antécédents d'utilisation prolongée de services pour les troubles du comportement perçoivent leurs relations interpersonnelles relatives à l'utilisation de ces services. Donc, on a 41 participants jeunes adultes de 17 à 21 ans, 22 filles, 19 garçons qui proviennent de l'étude longitudinale, qui rencontraient les critères cliniques selon le DSM pour les troubles du comportement et ayant reçu des services spécialisés pendant 3 ans ou plus. Nous sommes servis d'un guide d'entretien semi-directif composé de 3 séries de questions ouvertes. La première étant les souvenirs des services disponibles pour aider les élèves dans leurs écoles. Ensuite, les expériences personnelles des élèves par rapport à leurs services. Et finalement, les relations qu'ils ont eues eux-mêmes avec les autres dans le cadre de l'utilisation des services. Donc, soit directement avec un intervenant ou soit avec d'autres jeunes, par exemple, à l'école, liés au fait qu'ils utilisaient des services. Nous avons procédé par l'analyse thématique selon la méthode qualitative de Brown et Clark pour effectuer ces analyses-là. Donc, 2 grands thèmes sont ressortis. Le premier étant celui de la stigmatisation. Donc, les différentes formes de stigmatisation ont été nommées par les participants. La première grande forme étant la victimisation, soit par intimidation directe ou indirecte, verbale, physique, etc. Et la deuxième forme de stigmatisation était celle des attitudes négatives stéréotypées de la part de l'entourage. Par exemple, dans leurs expériences, ils parlaient d'une impression que l'entourage ne portait pas beaucoup d'intérêt par rapport à leurs besoins, une impatience, un étiquetage ou encore des soupçons par rapport à leur comportement. Le deuxième sous-thème par rapport à la stigmatisation était celui des effets de cela, donc les symptômes anxieux, la frustration, la confusion, l'embarras.
mais aussi un renforcement de certains comportements extériorisés qui correspondent aux traits des jeunes ayant ces troubles du comportement. Le deuxième grand thème qui est ressorti des résultats est la compassion. Donc, la compassion, selon les jeunes dans notre étude, représenterait des interactions dans le cadre de l'utilisation de leurs services où quelqu'un avait répondu aux jeunes de manière proactive et avait adopté un rôle désintéressé dans le but de réduire sa souffrance. Par exemple, un soutien qui dépassait le cadre des obligations professionnelles formelles de la part d'un intervenant pouvait être perçu par un jeune comme une forme de compassion. Ou l'adaptation, la modification d'une intervention dans le but de mieux le soutenir ou la soutenir, et aussi permettre aux jeunes de participer au processus décisionnel concernant leur accompagnement. Donc, on parle toujours vraiment des perceptions des jeunes. Est-ce que c'était réellement un jeune qui avait fourni des choix décisionnels par rapport au rôle professionnel? C'est peut-être un peu moins clair, mais on voit vraiment l'expérience ressentie. Le deuxième sous-thème par rapport à la compassion était les effets, un peu comme pour la stigmatisation, on a un sous-thème d'effets de compassion. Le premier étant la gestion des comportements extériorisés et le renforcement du sentiment de bien-être. Donc, une meilleure gestion des comportements par l'élève, une réduction de certains symptômes tels que l'anxiété, la dépression ou l'inattention, et aussi une augmentation de la confiance ou l'estime personnelle chez le jeune. Donc, ce sous-thème met en évidence comment recevoir la compassion peut vraiment favoriser le bien-être psychologique des jeunes. Donc, des éléments intéressants sont ressortis de cette étude. Donc, le premier étant, en fait, ici, on voit que les résultats sont conformes aux travaux antérieurs sur la stigmatisation et l'utilisation des services. Donc, la stigmatisation, malheureusement, existe dans l'expérience des jeunes et elle entraîne plusieurs conséquences. Ensuite, la stigmatisation pouvait reposer sur la visibilité de l'utilisation des services pour les troubles du comportement et non pas seulement par rapport aux manifestations comportementales. Donc, par exemple, un jeune pourrait avoir une vision stigmatisante d'un jeune ayant un trouble du comportement, non pas par rapport au fait qu'il s'exprime d'une manière qui correspond aux symptômes cliniques du trouble, mais par rapport au fait qu'on est conscient que le jeune utilise des services, tout simplement. Par exemple, si on pense aux jeunes qui, dans la salle de classe, quittent soudainement pour aller parler à un professionnel, il y a déjà une idée ici que ce jeune diffère peut-être de l'ensemble des jeunes de l'école. Ensuite, le rôle que la stigmatisation relative à l'utilisation des services peut jouer sur l'exacerbation des comportements extériorisés. Il y avait un jeune dans l'étude qui avait parlé d'expériences de victimisation où il se faisait embarrer dans la cafétéria régulièrement et où, soudainement, un jour, il a fait tomber un mur dans la cafétéria et ce comportement-là avait été perçu comme étant attribuable au fait qu'il avait un trouble du comportement alors qu'il vivait plusieurs expériences répétitives de victimisation. La compassion, elle est perçue comme étant la présence de qualités personnelles chez un ou une intervenante plutôt qu'une intervention spécifique. Donc, c'est beaucoup plus par rapport au savoir-être qu'au savoir-faire, ce qui nous amène à considérer l'effet bénéfique potentiel d'un étiquetage positif, parce que l'étiquetage négatif, il y en a suffisamment dans les écoles. Pour ce qui est de l'étiquetage positif, ici, on pourrait concevoir des idées comme, par exemple, percevoir les jeunes comme des individus résilients et tenaces, ce qui pourrait améliorer sur le long terme leur relation avec les autres. Donc, quelques recommandations pour terminer. L'intégration de contenu sur les stratégies de comportement social à adopter par l'ensemble des élèves de l'école auprès des jeunes ayant un trouble du comportement. Par exemple, peut-être en ajoutant des éléments dans les plans de lutte contre l'intimidation qui pourraient spécifiquement discuter des besoins des jeunes ayant des troubles du comportement, étant donné la nature spécifique de ces troubles.
Et peut-être aussi au niveau des études futures, peut-être de la recherche qualitative qui pourrait examiner les perceptions du personnel scolaire et des ressources et des outils qui pourraient favoriser la compassion envers les jeunes ayant un trouble du comportement pour mieux comprendre, bien, c'est quoi exactement cette compassion-là? Ça ressemble à quoi? Ça se manifeste comment de façon plus pratico-pratique dans les écoles? Alors, pour terminer, un dernier extrait verbatim d'un jeune homme de 18 ans par rapport à une intervenante qui était tellement gentille. Je pense que c'était l'une des seules personnes qui était capable de me calmer. Alors, je vous remercie. Voilà mes coordonnées au besoin, si vous voulez me répondre.